Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à cet atelier, pratiquement le dernier de la journée, consacré au financement dans la Health Tech. Alors Stéphane Loz et moi-même avons l'honneur de modérer l'atelier. On va se présenter rapidement. Peut-être Stéphane, je te laisse commencer. Je suis donc journaliste pour Mind Health, dont vous avez peut-être entendu les interventions ce matin. Lors des différents points, notamment sur les 10 tendances de la e-santé pour 2025. Et Stéphane Loz, donc moi je suis Business Angel et je suis dans le réseau Angel Santé, qui est un réseau 100% dédié à la santé. C'est le plus gros réseau européen de Business Angel, on a à peu près 150. Donc s'il y a des vocations, soyez les bienvenus et venez me voir à la fin. Et puis donc on investit dans les jeunes startups, plutôt au début, au seed, et pas mal dans le numérique. Plus du tiers de nos investissements sont dans le numérique. Alors cette table ronde, on va présenter dans quelques minutes l'ensemble de nos 6 intervenants, mais juste avant d'avoir un petit peu le contexte et comprendre le pourquoi de ce sujet. Oui, alors en mots introductifs, c'est vrai que chez Mind Health, on publie chaque année un petit baromètre qui mesure un petit peu les tendances en matière de financement. Et en 2024, on a pu observer que les fonds levés par les startups françaises de e-santé ont atteint 655 millions d'euros contre 255 millions d'euros un an auparavant. On peut voir qu'effectivement, après une année 2023 qui était plutôt morose, les montants levés ont fait un bond. Sans toutefois atteindre les pics de 2021 et 2022. Mais voilà, ce qui effectivement caractérise le secteur de la e-santé à présent, c'est plutôt la prudence et une forme de maturité des entrepreneurs. Et les investisseurs affichent quant à eux un optimisme modéré, comme ça a été dit ce matin, pour 2025. Stéphane, je te laisse continuer. Donc ce que je vous propose, c'est peut-être de rentrer dans le vif du sujet pour qu'on garde le maximum de temps pour la fin, puisqu'il y aura des questions de la salle, mais également des questions des gens qui sont connectés, puisque la table ronde est en visio en parallèle. Donc 6 orateurs, on va commencer par ordre alphabétique et après je vous donnerai comment on a construit un petit peu cette table ronde. Donc on a le professeur Emmanuel Cuny qui est neurologue, neurochirurgien, cofondateur et medical chief officer de Rebrain qui est avec nous. On a Antoine Delachaux qui est responsable du côté Life Science et Biotech de la Banque Européenne d'Investissement BEI. Donc faites un petit signe, comme ça tout le monde vous repère bien. Parce que je ne sais pas s'il y a des photos derrière, mais comme on cache l'écran, ce n'est pas très pratique. Et nous avons également Marion Aymar, responsable santé pour la Banque des Territoires. Laura Fab, donc directrice des financements de l'Agence de l'innovation en santé, AIS. Jérôme Lamotte, directeur des entreprises, des institutionnels et des ingénieries chez Banque Populaire, ainsi que Juliette Moreau, donc cofondatrice de l'association Femtech France, et directrice de l'Alliance pour le financement de la Femtech. Alors pour la construction de la table ronde, on a fait simple. En fait, on s'est dit on va d'abord avoir le vécu avec justement les startups qui se retrouvent dans cette préoccupation majeure de lever des fonds et de comprendre un peu comment ça se passe. Et de voir après les gens de l'écosystème qui sont là pour les aider, pour faciliter, pour essayer de les aider dans ces différentes démarches. Et puis bien sûr, on terminera par les financeurs. On en a 3 autour de la table au niveau français, européen, pour voir un petit peu comment ils voient les choses. Alors nous commençons par Emmanuel, d'accord ? Et puis donc la start-up Rebrain. Peut-être avant de parler de la levée, peut-être un mot déjà, Emmanuel, pour mieux comprendre cette start-up, c'est quoi ? C'est de la medtech, c'est du numérique, de bien comprendre un petit peu le pourquoi du comment. Eh bien écoutez, cette start-up, c'est une start-up qui est issue de recherche académique, dont l'objet c'est d'aider les neurochirurgiens à bien identifier les zones du cerveau à traiter pour les patients qui ont une maladie de Parkinson ou des tremblements sévères. Parce que chez ces patients-là, on peut proposer des interventions chirurgicales. Encore faut-il les faire au bon endroit. Et donc c'est ce que fait Rebrain en partant du principe que c'est très compliqué de savoir où est-ce qu'il faut aller. Par contre, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on a des patients qui sont traités avec un très bon résultat. Et donc c'est de l'IA, on a appris sur ces patients-là qui ont des très bons résultats et c'est ce qu'on cherche à reproduire chez les nouveaux patients. Ce sont des recherches académiques à l'Université de Bordeaux que j'ai faites avec mes élèves de 2008 à 2015. Et c'est une start-up qui a été créée en 2021. Accompagné par l'université, par la SAD, donc c'est une spin-off du CHU de Bordeaux et de l'université de Bordeaux.
Très clair. Alors sur 2024, ça a été une année importante pour votre start-up avec une levée sur ce premier trimestre. Donc ce qu'on aimerait comprendre un petit peu, c'est comment s'est passée cette levée, comment vous l'avez vécue, ce qui a été facile, ce qui a été plus difficile. Et puis profitez peut-être, dans la salle, on a des CEO de start-up qui sont un peu dans cette même démarche, qui est un peu continue d'ailleurs au démarrage. S'il y a des solutions, des conseils à donner, donc n'hésitez pas. Je ne sais pas si j'ai des conseils à donner, mais une levée de fonds, c'est toujours un événement et c'est toujours un stress. Moi, ceux qui me disent qu'ils ont fait des levées de fonds, que c'était facile, c'est toujours un stress. Et pourquoi c'est un stress ? Parce que la trésorerie d'une start-up, c'est sa survie, quoi. Et si on ne lève pas, l'histoire s'arrête. Donc c'est toujours un stress. Maintenant, ça s'est plutôt bien passé. Et on a trouvé des fonds, et on peut les citer ou on n'a pas le droit de les citer ? Carista, en l'occurrence, qui ont bien compris. C'est votre levée seed, c'est ça ? Oui, c'est la levée seed. Et donc, voilà. Alors, ce qui est vrai aussi, c'est que dès qu'il y a un fonds qui dit « moi, ça m'intéresse », etc., ça simplifie beaucoup les discussions avec les autres fonds. Qui, quand quelqu'un se dit ils y vont, tout le monde s'intéresse. Et donc, on a pu faire la levée de fonds au montant qu'on voulait. Voilà. Après, ça a été long, on a mis quasiment 1 an. Donc on s'y était pris longtemps à l'avance. Et donc, mais ça s'est plutôt bien fait. Et ce qui est vrai aussi, c'est qu'ils ne sont pas arrivés en terrain vierge. C'est-à-dire qu'avant, on a été financé par BPI, on a été financé par la région. La région nous a très vite dit, nous, ça nous intéresse. Si vous trouvez nous, on est suiveurs, et si vous trouvez quelqu'un qui passe devant. Donc, voilà. Mais globalement, ça s'est bien passé, oui. Vous pouvez partager le montant de la levée ? 3,7 millions. 3,7 millions. Ouais. Et Carista a pris le lead de cette levée ? Oui, absolument. D'accord. Et avec derrière, le complément, ça a été ? Le complément, c'est la région Nouvelle-Aquitaine, puisqu'on est localisé à Bordeaux. Et c'est après des business angels. D'accord. Pas toujours évident dans un site d'avoir d'emblée un VC, donc je serais intéressé comment vous avez réussi à attirer dès le seed un VC où souvent ils arrivent, on a des fonds régionaux dans le premier tour, on peut avoir des family office, c'est déjà super bien, mais les fonds ont tendance un petit peu à venir un peu plus tard. Si j'avais un seul conseil à donner, c'est que ça ne peut pas se faire tout seul. Et que nous, on a la chance à Bordeaux d'être dans un écosystème régional très performant. Aussi bien avec BPI qu'avec la région, etc. Et la région a un outil qui s'appelle ADI, qui accompagne les startups qui cherchent à faire des levées de fonds et qui vous met en relation. Et ça change tout, quoi. Quand vous arrivez avec votre téléphone, que vous appelez un fonds qu'ils ne vous connaissent pas, ils n'ont jamais entendu parler de vous, souvent ils ne décrochent pas quand même. Et donc là, c'est la région Nouvelle-Aquitaine qui a identifié une start-up, qui accompagne une start-up depuis un certain temps, qui souhaite investir dans cette start-up et qui met en relation cette start-up avec un VC. Et donc, l'écosystème, il est très important. Voilà. Et donc, la région nous a beaucoup aidés pour trouver le VC. Oui. Et c'est elle qui nous a mis en relation avec Carista. D'accord. Et dans votre réflexion investissement, la levée là, est suffisante pour déployer le produit et l'amener à un certain niveau ? Vous êtes déjà sur une réflexion de pré-série A ou de série A ? On est déjà sur une réflexion de série A. Ça, c'est sûr. Et de série A pour 2026. Probablement fin 2026, quelque chose comme ça. Qui arrive rapidement. Le produit est en accès ou le produit est marqué CE. La réunion, vous aviez l'air de dire que c'était un petit peu la partie, les derniers kilomètres un peu compliqué là pour l'adoption. Le produit aujourd'hui, il est fini. Enfin, c'est jamais fini. Il y a plein de développements et on a plein de développements qui sont d'ailleurs financés par BPI, mais le produit est fini, le produit est marqué FDA, il est marqué CE, il est commercialisé en Europe et aux États-Unis, même en Inde, et on commence les ventes. Et c'est là qu'on se rend compte, dans les ventes, qu'il y a des difficultés d'ordre réglementaire, pas sur les marquages, mais plus sur la cybersécurité, sur l'IA Act, etc., mais qu'on résout les unes derrière les autres. Et qu'on est confronté finalement, parce que les utilisateurs, nous, c'est de la neurochirurgie, c'est principalement les hôpitaux, et l'utilisateur n'est pas le payeur. Et la relation, donc on a très peu de difficultés. Moi, je suis beaucoup dans cet écosystème de neurochirurgiens, puisque c'est mon métier, moi j'opère des patients, et donc j'ai aucune difficulté à contacter mes collègues et à les convaincre, et ils sont convaincus. Et après, l'étape d'après, c'est l'hôpital. Il faut bien que l'hôpital paye. Et c'est un marché qui n'existe pas, ce qu'on fait. On aide les neurochirurgiens à identifier des cibles, on appelle ça du ciblage. C'est pas un acte, pas une chirurgie, c'est un bout de la chirurgie. Donc ça doit s'inclure dans un acte tel qu'il est remboursé. Et
convaincre l'hôpital qu'il faut sortir de l'argent, eh ben, c'est une difficulté quand même. Surtout qu'ils vont vous expliquer que ils n'ont pas vraiment les budgets qui sont prévus pour. Ils ne savent pas bien comment ils vont financer ça. Voilà. Mais la bonne nouvelle qu'on a depuis quelques jours, c'est qu'on a remporté l'appel d'offres du RESA, qui est un référencement. Et donc là, maintenant, on va pouvoir aller vers les hôpitaux avec un truc bien bordé. Et on va voir si ça aide à l'adoption. Merci. Peut-être en complément, je pensais à 2 points. Au niveau de la gouvernance, le fait de faire cette levée, d'avoir des VC qui arrivent, un certain nombre d'investisseurs, vous avez dû revoir, j'imagine, et mettre en place un comité stratégique avec ces investisseurs. Comment se passe le rapport avec ces personnes? Vous avez du conseil? Vous vivez ça d'une façon bienveillante et efficace? Oui. Et S'il y a une chose pour laquelle je suis très satisfait de l'année 2024, c'est que quand Carista est arrivé, Carista m'a très clairement expliqué que j'étais neurochirurgien et que mon cofondateur était mathématicien et que tout ce beau monde était charmant, mais enfin, pour développer un business, c'est quand même compliqué, ce en quoi je suis parfaitement d'accord. Et donc, il y a maintenant un CIO, c'est David Comartin, qui a pris la direction de la société. Et c'est vrai que quand un CIO arrive dans une société comme ça avec des cofondateurs, il y a quand même un enjeu RH très important. Et ça s'est très bien passé. Et ça se passe toujours très bien. Et donc ça a marché. Et lui, il a comme mission, c'est pour ça que les investisseurs lui ont demandé de prendre la direction de Rebrain, c'est de développer le business, et notamment aux États-Unis, qui est vraiment notre enjeu majeur aujourd'hui. Voilà. Mais voilà, et puis on a du coup créé un board, on a fait rentrer du monde dans ce board, et ma foi, ça se passe plutôt très bien. Bon, c'est super. C'est toujours pareil, quand il n'y a pas de problème, tout se passe bien. Alors justement, on en reparlera le jour où il y aura des difficultés. Mais vous êtes une entreprise dans le numérique, mais un petit peu atypique quand même, avec cette spécificité hautement scientifique, avec des créateurs du monde hospitalier. D'ailleurs, dans la salle, s'il y a d'autres CEO de sociétés numériques plus différentes, dans la télésurveillance ou autre, n'hésitez pas, dans la partie questions, venir avec des questions ou des remarques ou des témoignages un petit peu différents sur le financement, des choses peut-être vécues, plus compliquées. Donc, on te fait ouvert à avoir des éclairages complémentaires. Peut-être on va avancer et passer aux acteurs qui essayent d'accompagner, qui essayent de structurer des choses pour que ça se passe le mieux possible pour nos startups. Oui, en effet, on va passer sur le versant accompagnement. Peut-être juste avant, si l'une d'entre vous a une réaction suite au témoignage d'Emmanuel. N'hésitez pas sur la gouvernance, le rôle des VC, parce que j'imagine que certains d'entre vous sont dans des gouvernances. On est ravis d'entendre que ça se passe bien. Et voilà. Pas avoir... Moi, je vais juste ajouter ce que dit le professeur Cuny sur l'organisation, justement, la gouvernance vis-à-vis des financeurs. Effectivement, c'est important. On ne finance pas ce qu'on ne comprend pas. Donc, et parfois, on a du mal il y a une pédagogie quand c'est des experts qui nous parlent, et d'où l'importance d'avoir des CEO, des CFO, etc. C'est quand même beaucoup plus simple pour nous. Et c'est comme ça souvent que ça fonctionne bien. On en parlera tout à l'heure, mais c'est important. L'exemple est assez vrai et très utile pour nous, les financeurs. Et par rapport à ce que disait Emmanuel, c'est-à-dire qu'à un moment, le VC a un petit peu poussé, est-ce que peut-être un CEO plus entrepreneurial vienne à la tête ? Puisque j'imagine que vous n'avez pas abandonné vos fonctions hospitalières, vous non, en parallèle. Mais c'était une bonne idée qui vienne parce que 150% là, c'est du 150%. Ouais, vous avez la même, j'imagine aussi la même approche quand vous êtes sur des... La même approche et souvent le même conseil. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se rend compte qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui parle bien business, marge, rentabilité, perspective, croissance, les clients, les fournisseurs, voilà. Et c'est vrai que souvent sur ces modèles-là, quand on n'a que des experts, notamment issus, là en l'occurrence de la médecine, des fois il y a un petit fossé pour se comprendre. Voilà. Très bien. Donc on pousse souvent cette organisation et c'est important. Effectivement, il faut parler la même langue. Donc, je me tourne vers vous, Laura Favre, vous qui dirigez donc, la partie financement à l'AIS. Donc, effectivement, l'AIS se doit d'accompagner effectivement des porteurs de projets. Alors, expliquez-nous un petit peu peut-être... pour poser un petit peu les bases de ce que vous faites, même si aujourd'hui, je pense que beaucoup de gens sont familiers quand même de vos actions, mais peut-être rappeler un petit peu les principaux dispositifs en matière de financement que pilote l'agence.
Alors oui, très rapidement, et après je me concentrerai sur le guichet, mais donc l'agence a été créée il y a un peu plus de 2 ans et on a un positionnement où on va essayer d'avoir à la fois des actions sur la partie financière et à la fois des actions sur la partie extra-financière. Je commence par l'extra-financier et comme ça je finis par le financement. Sur l'extra-financier, on a engagé beaucoup de travaux sur la partie prospective. Avec l'idée d'avoir des actions sur, alors je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail, mais ça peut être sur le blog, ça peut être sur les organes sur puce, ça peut être sur les MTI. Là, l'idée, c'est d'avoir un peu une idée précise des signaux faibles. On va avoir ensuite, donc, si on passe à la partie accompagnement, tout un enjeu sur l'accélération aussi. Donc, on a fait beaucoup de choses en termes de tout ce qui a trait à la recherche clinique. Il y a un peu d'animation, mais il y a aussi, on sent que la France est déclassée en matière d'essais cliniques, donc il y a vraiment des efforts à faire là-dessus. La partie accompagnement en tant que telle, donc là, j'y reviendrai, mais on a mis en place un guichet depuis un petit moment, avec l'idée d'avoir un endroit qui est vraiment dédié aux innovateurs, où en 10 minutes, remplir un formulaire, quelques questions, on arrive à cibler les besoins et du coup, nous, derrière, on vous accompagne. Et du coup, dernière partie, la partie vraiment financement, où là, on accompagne, enfin, je dirais même, on pilote la verticale santé du plan France 2030, donc du grand plan d'investissement, doté de 54 milliards. La santé, c'est peu ou prou 10% à la louche. Et là, on agit par sous-domaine. Et donc, on va avoir un certain nombre de stratégies d'accélération, donc, c'est-à-dire avec toute une dynamique à apporter dans ces sous-domaines-là, dont un dédié à la santé numérique. Alors peut-être juste rappeler qu'effectivement, votre guichet est gratuit et ouvert à tous. Il n'y a pas de... Exactement. Et donc, si je fais un petit focus sur le guichet, peut-être, parce que c'est sans doute ça qui vous intéresse le plus aujourd'hui. Donc, on a maintenant, je crois qu'on a passé la barre des 400 projets qu'on a vu passer à travers le guichet. Peu ou prou pour 350 bénéficiaires, puisqu'évidemment, un même bénéficiaire peut déposer plusieurs projets. C'est quelque chose qui a été pensé, donc je crois que ça fait 18 mois à peu près qu'il est ouvert, et c'est quelque chose qui a été pensé vraiment pour coller avec les besoins du terrain. Au moment où l'agence a été lancée, il y a un Tour de France qui a été organisé, et avec cette idée d'aller dans chacune des 12 régions et identifier vraiment les trous dans la raquette. À l'agence, de manière générale, et via le guichet en particulier, les deux écueils qu'on essaye d'éviter absolument, c'est le fait d'être en déconnexion complète avec le terrain. C'est pour être dans la Tour d'Ivoire parisienne, ça ne nous intéresse pas trop. Donc on est vraiment axé territoire. Et quand je dis territoire, c'est les Outre-mer aussi. Et essayer de répondre vraiment à la problématique qui est très française, de dire il y a un problème, du coup, la solution, c'est créer une structure. On ne veut pas être la feuille supplémentaire du millefeuille qui existe déjà, et on essaye d'amener un peu plus de solutions que de complexité. Voilà. Ça, c'est un peu pour le contexte. Et donc, quelle est l'offre de service? En fait, il y a peu ou prou quatre possibilités pour vous, innovateurs, qui passez par le guichet. C'est évidemment d'avoir répondre à vos besoins de manière très concrète, quel appel à projet, quelle stratégie marché, sur la techno, quel conseil on peut vous donner. Ça va être de la mise en relation aussi, ça peut être des clients, ça peut être des partenaires, ça peut être des leaders d'opinion. On va avoir aussi une partie orientation, parce qu'il y a des gens qui font parfois on ne sait pas faire, ou il y a des gens qui font mieux, et auquel cas on a un maillage territorial qui est très bon. Donc l'idée, c'est pas de réinventer la roue. J'en perds mon micro, hop. Vous m'entendez toujours? Oui. Okay. Donc c'est pas de réinventer la roue, mais c'est vraiment de vous orienter vers les bonnes personnes. Ça peut être un pôle de compétitivité, ça peut être un opérateur, ça peut être un service de l'État en région. Et évidemment, quatrième et dernière chose, c'est vraiment des recommandations. Quand on a une entreprise qui vient nous présenter son projet, une entreprise dans le DM par exemple, et qui nous dit dans mon rétro-planning, j'ai prévu 3 mois pour le marquage CE, a priori, on va lui dire que c'est un peu ambitieux et on va l'aider à revoir aussi tout ça, quoi. Voilà. Sachant que... Pardon, vous avez peut-être une question. Ok. Sachant que pour vous donner un ordre d'idée, le top 3 de ce qui nous est demandé, et les besoins qui sont exprimés, ça va être évidemment le financement.
Ça vous surprendra pas trop. Ça peut être du dilutif et du non dilutif. Donc on n'a pas forcément toujours la réponse clé en main, mais par contre on s'engage à vous accompagner là-dessus. Ça va être du réglementaire et ça va être de la mise en relation. Accompagner, c'est-à-dire qu'est-ce que... Alors là, donc, si on est sur du non dilutif, nous, on a un certain nombre d'appels à projets qui sont aussi dédiés aux startups qui viennent nous voir à travers France 2030. Il y en a, alors, sur notre enveloppe, on a déjà engagé plus de la moitié, mais on a encore des possibilités. Donc là, nous, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on pense que l'innovateur, il est là pour innover. Il n'est pas là pour aller chercher l'info, trier, digérer. Ça, c'est notre job. Donc, on va essayer de vous faire gagner du temps là-dessus. Et donc, toute cette partie-là de cibler le bon dispositif pour le besoin, ça c'est quelque chose sur lequel on s'engage à délivrer. Et puis, si c'est pas ça, si c'est sur la partie plus dilutive, on est en contact avec notamment l'équipe Dealflow de BPI France. On a, et j'y reviendrai, mais on a identifié aussi quelques fonds d'investissement qui peuvent coller avec les bons besoins, etc. Donc, si le projet est convaincant, donc à minima, on donne des conseils. Si le projet est convaincant, qu'on a envie de le pousser et qu'on a aussi des idées sur des mises en relation, on va qualifier les boîtes et on va aller vers du matchmaking, quoi. Voilà. Très concrètement, donc c'est gratuit, en effet, c'est peut-être évident, mais ça va mieux en le disant. Et nous, on a la chance d'avoir au sein de l'équipe beaucoup d'expertise. On a des gens qui sont issus du milieu de la recherche, on a des anciens de l'industrie pharma, on a des experts réglementaires, juridiques, des experts achats, des médecins, des pharmaciens. Donc on a la faiblesse de penser qu'on va, même avec une petite équipe, quand même arriver à vous mettre, à mettre en face. Combien ? On est 14. 14. Voilà. C'est pour ça qu'on vous demande, donc le guichet, le guichet s'appuie sur un formulaire démarche simplifiée, aussi parce que c'est quelque chose avec lequel on est maintenant un peu à l'aise, donc l'idée c'est de ne pas vous faire perdre trop de temps. En 10 minutes, vous renseignez vos informations, vos besoins, et on essaye de faire correspondre les deux. Et si on ne sait pas, on réoriente aussi vers des experts de nos partenaires ministériels, opérateurs, pôles de compétitivité, les agences, la NSM, etc. Que vous dire de plus ? Peut-être deux choses sur les tendances parce que c'est ça qui nous intéresse, les tendances qui ressortent du guichet, c'est qu'on a vraiment une surreprésentation des dispositifs médicaux, et MedTech aussi, parce que c'est, je pense, un écosystème très fragmenté. Il y a beaucoup d'acteurs, des acteurs qui sont de petite taille, donc de fait qui ont besoin d'être accompagnés, qui n'ont pas les ressources en interne. Et donc on est là pour ça aussi. On en a un peu moins en e-santé, c'est peut-être grâce à Genius aussi qui a été mis en place et qui est pour le coup un vrai plus, tout ce dont je mentionnais tout à l'heure sur identifier la bonne information, la digérer, etc. Genius le fait bien. Donc voilà, c'est plutôt une bonne chose, il faut capitaliser dessus. Et on constate une surreprésentation aussi des entreprises en Île-de-France. Ce qui est, alors on sait qu'historiquement, il y a un bassin Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes en innovation en santé qui est florissant, donc c'est normal. Mais on a quand même à cœur de faire en sorte que l'innovation se diffuse assez bien. Juste pour comprendre, c'est un guichet, on a bien compris. Est-ce que vous donnez une sorte de label, c'est-à-dire que est-ce que certaines startups, il me semble, sont quelque part labellisées AIS et du coup, est-ce que c'est une bonne question, vous leur facilitez la vie parce qu'on il y a quand même un énorme avantage de l'AIS, et avec le profil des personnes qui sont, c'est les interfaces avec les différentes agences, et il y a souvent des choses qui coincent un peu parce que c'est passé comme ça d'HS, mais ça n'avance pas de l'autre côté, etc. Ou côté ANSM pour les validations de protocoles, etc. Donc vous avez aussi ce label et une aide particulière, vous les poussez particulièrement ? Ce sur quoi on s'est engagé, parce qu'encore une fois, l'agence est quand même assez jeune, ce sur quoi on s'est engagé dès le début, c'est pour les entreprises qui étaient labellisées French Tech 2030, donc qui est un programme qui a été mis en place par l'État et les Health 20, c'était d'accompagner de manière très étroite ces entreprises-là. Donc là, vraiment, c'était du quasi hebdomadaire, voilà, c'est du cousu humain, quoi. Et là, on s'est beaucoup engagé avec ces entreprises-là. Encore une fois, petite équipe, donc on ne pouvait le faire à ce moment-là que sur un pool assez restreint. L'idée, c'est qu'on a testé des choses avec ce pool-là, et à terme, ce qu'on aimerait, c'est avoir un vrai programme de labellisation. On a déjà contacté beaucoup d'experts avec
pour le coup, plutôt une aide sur le passage à l'échelle. C'est vraiment ça aujourd'hui qui manque et on espère pouvoir l'annoncer cette année. Voilà, parler d'un programme, pour le coup, vraiment AIS sur le sujet. Ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que quand on parle de matchmaking, justement, nous, on s'est beaucoup appuyé sur une cartographie des besoins des consommateurs d'innovation, donc des hôpitaux, globalement, pour savoir où pousser l'innovation. Pousser la techno pour pousser la techno, en réalité, c'est pas forcément très intéressant. Par contre, il faut aller là où il y a des besoins médicaux non couverts notamment. Donc on a fait ça, et là, ce qu'on est en train de quasiment finaliser, c'est une cartographie aussi des fonds d'invest, parce que, j'y reviendrai, mais de la même manière que France 2030 ne peut pas tout faire, nous, on a besoin, une fois qu'on a dérisqué les projets, d'avoir un relais au niveau du privé. Et donc, du coup, potentiellement, de qualifier des boîtes et de pouvoir les emmener au bon endroit, quoi. Donc voilà, il y a un gros travail de cartographie qui a été fait de ce point de vue-là. J'avais juste une petite question, alors j'espère qu'elle est politiquement correcte. Ce matin, le ministre nous a bien spécifié qu'il avait pris près de lui l'Isalter, et donc il pensait que c'était un vrai signal par rapport à l'innovation, par rapport à l'envie d'essayer de faciliter les choses, donc ça c'est un bon signe. La suite au niveau de l'AIS, parce que Jérôme Lelay aime beaucoup les scoops, il n'y a pas un scoop, je suis désolée, on saura quand Non, je vais vous décevoir, je n'ai pas de scoop, mais je vais vous répondre à la même chose que ce que je disais à ma collègue tout à l'heure. Je pense que c'est un très très bon signal pour l'innovation que Lise ait rejoint le cabinet du ministre. Ça veut dire que le ministre est convaincu par l'innovation, ça veut dire qu'on a un canal direct aussi. Donc on espère que ça peut nous faciliter les choses pour pousser des sujets en prévention notamment, sur l'innovation de manière générale. Pour l'AIS, c'est plutôt une bonne chose aussi. L'agence survit à Lise, même si elle l'a vraiment incarné, et ça a été notre force aussi. L'agence lui survit, et on a une équipe qui, de toute façon, est une équipe assez senior, donc on poursuit. La fiche de poste est ouverte, donc on recrute notre nouveau directeur ou notre nouvelle directrice générale. Je crois que Jérôme a postulé, il m'a dit. Je note alors. Ça, c'est un scoop. Non, peut-être si j'ai juste... est-ce que j'ai encore une minute ? Un message à faire passer, c'est que si on revient sur le sujet du financement, nous, ce qu'on essaye de faire passer comme message, c'est que quand on parle de financement, il faut penser toute la chaîne de valeur et pas que se concentrer sur la partie R&D. C'est-à-dire qu'en France, on a mis beaucoup d'efforts là-dessus. La partie early, elle est quand même plutôt... c'est facile de sortir une innovation, de créer sa boîte, etc. C'est après que ça va devenir plus dur. Et donc, plutôt qu'aller à la recherche des financements, ce qu'il faut penser, c'est un modèle économique pérenne. Et ça, c'est clé, hein. Il faut changer cette logique-là, c'est ce qu'on dit aux personnes qu'on accompagne. Et on fait beaucoup de pédagogie sur l'accès au marché, sur les accès dérogatoires, typiquement. On fait beaucoup de pédagogie. Et on essaye aussi, et je m'arrêterai là, avec nos partenaires, de faire en sorte que tout ce qui a trait aux accès dérogatoires, on le disait, hein, sur les DM à usage professionnel, le B2C, ça va. Sur les DM à usage professionnel, les conditions d'accès au marché ne sont pas terribles. Et on va faire en sorte, en tout cas on en est convaincu, que le prochain sentier, il faut que ce soit typiquement que la nomenclature des actes évolue au moins aussi vite que l'évolution de l'innovation en matière de numérique. Voilà. Merci. On reviendra plus tard si vous avez des questions dans la salle ou à distance. Je vais me tourner vers vous, donc Juliette Moreau, donc pour parler un petit peu on va rentrer dans un secteur un peu particulier, qui commence quand même à beaucoup grandir en France, donc savoir la Femtech, parce que la France est aujourd'hui peut-être le 3e marché peut-être mondial de la Femtech, derrière les États-Unis, le Royaume-Uni. Mais malgré, on va dire, le fait qu'il y ait quand même une myriade d'entrepreneurs, de sociétés qui naissent dans ce secteur-là, connaît quand même des difficultés, notamment dans le financement. À quoi c'est dû ? Quelles sont les pistes d'interprétation? Vous mentionniez notamment lors de la préparation l'absence de fonds dédiés à ce secteur-là. Quel est votre regard, on va dire, sur l'écosystème et... Déjà, merci de me recevoir. Oui, en effet, alors on est Femtech France, ça va vraiment être toutes les startups innovant en santé des femmes.
le champ est extrêmement large. Et je fais cette introduction-là parce qu'elle peut aussi être une piste d'explication sur la difficulté, en tout cas, à avoir des fonds dédiés ou en tout cas des investisseurs dédiés sur cette thématique-là. Par santé des femmes, on va toucher à la fois tout ce qui est pathologie ou moment de vie spécifique à la femme, donc très prosaïquement toute la sphère gynéco. Mais on va aussi retrouver en santé des femmes tout ce qui est pathologie où la femme est surreprésentée. Et là, le champ est large parce qu'on va retrouver les maladies auto-immunes, les maladies neurodégénératives, entre autres. Mais ça peut être aussi des pathologies comme l'asthme grave qui est surreprésenté chez les femmes. Et puis, on va aussi retrouver toutes les pathologies sur lesquelles on va avoir soit un dépistage, soit une prise en charge différenciée selon qu'on est un homme ou une femme. La santé des femmes, c'est rien d'autre que la médecine personnalisée, mais ramenée à ce qui nous différencie pour la majeure d'entre nous, c'est-à-dire le sexe. Une des difficultés, peut-être, ou en tout cas connue sur ce secteur-là, c'est que c'est un secteur qui est déjà extrêmement large en termes de vertical, je viens de le donner, qui est extrêmement large aussi en termes de produits identifiés. On a beaucoup de medtech, on a aussi de la e-santé, on a aussi de la biotech, on a aussi éventuellement même de la molécule. Et puis dans certains cas, et ça marche très très bien, tout le domaine des produits de grande consommation, avec un marché qui peut être du B2C, du B2B, du B2B2C. Tout ça, ça en fait un secteur sur lequel, pour être spécialiste, il faut avoir une bonne connaissance de ce qui se fait en France et aussi surtout à l'étranger. Et ça, c'est le deuxième point, vous l'avez bien cité. Aujourd'hui, on est troisième en termes de la France, est troisième en termes de richesse de l'écosystème start-up, puisque aujourd'hui en France, nous, on les compte et on les représente à Femtech France chaque année autour de Vivatech. Et donc, en juin 2024, on avait compté et représenté sur notre cartographie 140 startups Femtech. On sait déjà que le chiffre a augmenté et la prochaine cartographie sera présentée à Vivatech 2025. Mais ce qui est important, c'est que oui, on est troisième après les US et la Grande-Bretagne, mais on est huitième, voire neuvième en termes de financement et en termes d'investissement fort dans ces startups. Et un des points, c'est qu'en effet, on n'a pas de fonds dédiés. On a des fonds Femtech assez puissants aux US. On en a beaucoup plus près de nous. Et c'est un peu un danger parce que du coup, ils viennent financer des Femtech françaises avec une roadmap de développement qui est un petit peu différente que celle qu'on aurait si le fonds était européen. Ça tombe bien, j'ai mon voisin à côté de moi, je passe des messages. Et du coup, on a des fonds également au UK. Mais en effet, en France, nous n'en avons pas, ni des fonds dédiés, ni des fonds dont une partie de la thèse serait de la thèse Femtech. Donc derrière ça, qu'est-ce qu'on fait nous à Femtech France ? 2 mots sur l'association. C'est un collectif qu'on a monté il y a 2 ans et des brouettes. L'objectif de Femtech France était déjà de donner à voir les startups de l'écosystème Femtech, parce que je pense qu'on a pas mal réussi ces dernières années, de créer, et ces mots-là ont été largement répétés par les intervenants précédents, de créer l'écosystème et de faire rencontrer aux startups cet écosystème. Donc on a créé des liens forts avec l'industrie, avec les assureurs. On a créé des liens forts également avec l'ensemble de l'écosystème qui porte la FTech en France, donc que ce soit France Biotech, que ce soit aussi dans la sphère du digital, côté France Digital, Medicine pour la région Île-de-France. Donc, des partenariats, parce qu'on a une convention de 3 ans avec la PHP, mais clairement, il nous manque encore et l'AIS, que je salue et qui est vraiment un grand porteur sur ces sujets-là. On a certaines de nos startups qui sont labellisées dans le cadre du plan France 2030. Donc, clairement, l'écosystème identifié, mais comme on l'a très bien répété avant, il y a un moment où il faut qu'il y ait aussi un investissement privé qui soit fait pour prendre la suite d'investissements non dilutifs. Ou en tout cas, à défaut d'être privé, en tout cas un investissement dilutif pour prendre la suite du développement et de l'avancement de ces startups. Donc du coup, là je me tourne vers mon voisin, on essaye de faire comprendre qu'est-ce que c'est que la Femtech. Donc, c'est un premier travail, le travail de l'Alliance. Vous êtes bien placé, en tous les cas. Là, je suis super bien placée. Là, je ne les quitte plus. Pour commencer, voilà, justement, on a essayé de faire comprendre et commencer à faire ce travail d'apprentissage, parce qu'on a quelques fonds
et clubs, dont Business Angel Santé, qui sont venus à nous en disant, mais du coup, qu'est-ce que c'est la Femtech? Nous, on reçoit des dossiers, mais comment je fais ma due diligence? Comment je comprends en fait ce domaine-là? Qu'est-ce qui existe ailleurs? Quel est le marché? Donc ça, c'est un travail qu'on commence autour de l'Alliance, sur lequel on a la vocation à pouvoir à la fois venir dans les différents, auprès des différents investisseurs, faire un peu d'éducation sur ce que représente la Femtech, quel est le marché, qu'est-ce que vous regardez, quelle verticale vous êtes en train de voir et qu'est-ce qui se passe à l'étranger. Le deuxième axe, c'est de pouvoir mobiliser des fonds sur le sujet. Donc on essaye, et on arrive pas mal en fait, pour être honnête, depuis qu'on a lancé le sujet, de mobiliser des financeurs privés, que ce soit des BA ou que ce soit de manière plus importante des fonds sur cette thématique-là, pour pouvoir justement donner un petit élan sur la partie Femtech. Parce que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que pour les Femtech qui ont réussi à lever en seed ou même série A, elles ont beaucoup de mal à aller chercher leur série B. Pour les Femtech qui sont, alors plutôt pour le coup en e-santé, surtout sur des prises en charge de maladies chroniques qui, il faut bien le dire, jusqu'il y a 4 ans, n'étaient pas très connues dans le paysage de la santé. Donc sur ces pathologies chroniques, elles ont beaucoup de mal en fait même à lever en seed pour pouvoir développer leurs produits. Et donc c'est là où pour nous c'est important de pouvoir les mettre en relation avec l'écosystème et de pouvoir les emmener vers un développement. Avec un dernier axe qui est que si on veut avoir en France une santé des femmes, enfin être à la pointe en santé des femmes, il va falloir mettre un petit peu d'argent à R&D et aller un peu plus loin que des produits sur lesquels on n'aurait pas suffisamment investi pour avoir un temps de recherche et développement ou pour aller chercher le transfert de techno qui va bien dans les différentes structures de recherche qu'on a en France. Et ça nécessite un petit peu d'argent. On se donnera sans doute rendez-vous à Vivatech ou l'an prochain pour voir les résultats de ces efforts. Juste du coup un mot sur l'Alliance, l'initiative qui a été lancée en fin d'année dernière. C'est ce dont vous parliez, l'Alliance pour Donc l'Alliance pour nous, c'était vraiment... Quels sont les objectifs? Voilà, tout à fait. L'idée de l'Alliance, c'était après avoir fédéré finalement industriels, start-up et écosystème de la santé et soignants aussi, et soignants et recherche. L'idée, c'était d'aller chercher justement les investisseurs privés et publics. Donc c'est ce à quoi nous travaillons, en essayant justement de réunir autour de nous à la fois des investisseurs publics et j'ai bon espoir qu'on va pouvoir vous faire de jolies annonces bientôt et des investisseurs privés sur cette thématique-là. Mais on a surtout aussi, vous n'êtes pas le sans savoir, je pense que mes voisins le diront, le monde du financement est un monde plus discret, donc on a surtout valeur à venir expliquer en face-to-face. Et on fait le tour, en fait, on fait notre petit travail de pèlerinage pour aller expliquer et de plaidoyer pour aller expliquer justement à chacun de ces financeurs ce qu'est la Femtech et comment on pourrait travailler et trouver des pistes de travail ensemble. Merci beaucoup. Et juste un petit mot, un complément, c'est parce que je réfléchissais sur, en seed, alors vraiment très précocement. C'est vrai que dans les investisseurs, je regardais notre propre réseau, je pense qu'on doit être un des réseaux en santé avec le plus de femmes investisseurs. On doit avoir 25% des femmes qui sont business angel dans notre réseau. Mais quand on a fait une enquête nationale au niveau France Angel, dans l'ensemble des réseaux, en fait, c'est beaucoup moins, c'est plutôt 10-12. Et par contre, il y a un réseau dédié spécifique qui est femmes business angel, que vous connaissez sûrement. C'est vrai que c'est intéressant. Avec le fait que j'imagine, peut-être ça, en tout cas sur le seed et sur les business angels, dans des pathologies, on ne fait pas du tout attention. En cancérologie, voilà, enfin, des molécules pour le cancer du sein qui sont où il y a des besoins énormes, etc. Enfin, il n'y a pas ça. Mais c'est vrai que sur d'autres, peut-être, pathologies très spécifiques, avec une majorité d'hommes en investissement très précoce, peut-être que ça joue un peu aussi dans le... Alors, je pense que clairement, on investit sur ce en quoi on comprend. Je vous reprends vos mots, hein, et ce qu'on connaît. Et c'est voilà, c'est normal. Hein, c'est tout à fait un comportement classique. Donc oui, le déséquilibre potentiellement homme-femme, le ratio homme-femme dans le monde de la finance et de l'investissement en capital risque, on va dire, peut en effet jouer. Après, je pense que c'est aussi, et c'est aussi pour ça qu'on y travaille, c'est quelque chose qu'on entendait et qui était valable il y a plusieurs années, y compris chez nos amis anglo-saxons.
c'est quelque chose dans lequel on n'entend plus du tout parce que les chiffres parlent d'eux-mêmes. On est sur un marché qui est évalué à 135 milliards de dollars pour 2030, qui est un marché qui a dépassé ses prévisions à chaque année où on est arrivé en fait au but et on a eu les premiers résultats. Donc j'ai plus tendance à dire qu'à ce stade-là, c'est plus ne pas avoir envie de faire de l'argent en fait, de ne pas investir en Femtech. Merci. Donc on va peut-être passer au troisième volet investisseur. Donc on va commencer avec Jérôme Lamotte, donc, qui est directeur des entreprises des ingénieries Banque Populaire, avec un slogan, je voyais la Banque Populaire, c'est une banque agile et humaine à votre image. Très bien. Vaste sujet. Donc justement, ma première question, elle va être toute simple, c'est de comprendre en quoi la santé, c'est un domaine important pour Banque Populaire, c'est un domaine stratégique, c'est une partie importante de vos réflexions et investissements? Alors c'est une partie stratégique, donc importante. Donc le 25 novembre dernier, d'ailleurs, on a annoncé nos ambitions stratégiques sur la santé, parce qu'effectivement, Banque Populaire, on est à la fois présent sur les personnes physiques, on est la première banque de la fonction hospitalière, sur les étudiants en santé. Et puis surtout, Banque Populaire, c'est la première banque des entreprises en France. Donc juste une entreprise sur deux, à peu près cliente de Banque Populaire. Et on retrouve finalement ces métriques, voilà, le French 2030 sur la partie health tech, mais même sur la partie innovation, on retrouve plus d'une entreprise sur deux cliente de Banque Populaire. Donc c'est forcément important, et parce qu'on considère ça comme un enjeu de souveraineté, et de par notre part de marché, effectivement, Banque Populaire a bien l'intention de jouer son rôle. Là-dessus, on a défini 3 axes qui, aujourd'hui, on les a définis, on est en train d'agir et on va les décliner au fur et à mesure de notre plan stratégique qui va de 2026, enfin, première étape 2026, parce qu'il faut bien faire à un moment donné, quand on se projette à 2030, il faut voir où on en est entre les deux. Les 3 axes, c'est tout simplement faciliter l'accès aux soins et à la prévention sur tous les territoires, parce que nous sommes des banques de plein exercice sur chacun des territoires. Toutes les banques populaires sont indépendantes sur leur territoire. Après, c'est accompagner les acteurs de la santé, de l'étudiant jusqu'à la retraite, donc tous les acteurs de la santé. Et puis la partie, moi, qui est plus évidemment dans mon périmètre, c'est effectivement soutenir l'innovation en santé. Et quand on voit sur tous les acteurs économiques dans lesquels on interagit, et ça a été beaucoup dit, c'est effectivement comment connecter les acteurs de santé. C'est là où on se dit que Banque Populaire et les banques en général, de par leur position, doivent jouer un rôle. Le groupe BPCE, c'est aussi le premier financeur privé des hôpitaux publics. Donc on voit comment on peut jouer là-dessus. C'est ça aujourd'hui notre plan stratégique et notre axe sur la santé. D'accord. Et justement, donc pour des startups qui sont dans le numérique, comment vous vous voyez interfacer avec elles? À quel moment elles doivent venir vous voir? Et est-ce que c'est du service, de l'accompagnement? Je crois que j'ai vu noter quelque part, vous aviez même une team innovation accompagnement qui existait. Ou est-ce qu'on peut imaginer également du financement venant de votre banque pour soutenir leur levée? Ou est-ce que c'est vraiment plutôt du service, du crédit, etc. Non, c'est alors à la fois le métier propre de la banque qui est de financer, donc de prêter. Donc là, nous, on n'est pas sur le haut de bilan, même si on a des structures, on a Venture Capital qui est spécialisé, qui a un pôle santé, mais sur la Banque Populaire, c'est effectivement sur les prêts classiques. Là-dessus, il y a 2 choses qui sont importantes sur la démarche. On l'a dit, il y a la pédagogie. C'est l'adage qui dit on ne finance pas ce qu'on ne comprend pas. Alors, il est vrai sur tous les secteurs d'activité, mais alors d'autant plus sur la S-Tech, parce que c'est un peu plus, on reste une banque généraliste, donc c'est plus dur pour nous. C'est pour ça d'ailleurs qu'on est le premier partenaire avec France Biotech sur 3 ans. C'est la première fois qu'on s'inscrit dans un temps long, parce qu'on considère que la santé, c'est un temps long. Et notre partenariat, il a plusieurs dispositifs, mais c'est surtout France Biotech qui nous accompagne sur justement comment comprendre ces business models. Parce que si on ne comprend pas, honnêtement, on aura du mal à financer. Et donc, il y a cette pédagogie. Et on insiste beaucoup auprès des porteurs de projets et après même post-seed. Souvent, on a parfois des difficultés à comprendre les business models ou à nous les expliquer. Après, il y a un autre point très important qui a été mentionné par le professeur, c'est les écosystèmes. Donc, c'est vrai que quelqu'un qui vient voir avec un projet et qui ne vient pas d'un écosystème, on va avoir du mal, très honnêtement. Je le dis, c'est important cet aspect écosystème. Aujourd'hui, on est connecté à peu près avec 500 écosystèmes
à la fois des petits dans les territoires, des plus nationaux sur l'innovation, mais on a besoin de comprendre. Et après, donc nous, on est sur du financement non dilutif, du prêt bancaire. À partir du moment où le business model, il est compris, et même s'il y a des premières années avec des pertes, encore une fois, on sait le financer, à partir du moment où on comprend. Et là-dessus, on a des dispositifs spécifiques. Beaucoup viennent de la Banque européenne d'investissement ou du Fonds européen d'investissement. En l'occurrence, cette année, on en a 3. On a une enveloppe de 150 millions d'euros de la Banque européenne d'investissement pour financer les acteurs de la santé. Donc les acteurs professionnels, profession libérale, mais aussi, alors c'est des codes NAS spécifiques. On a 160 millions d'euros pour financer l'innovation là-dessus. Donc toujours, c'est des bonifications de taux. Donc c'est en moyenne 50 centimes. Alors ça dépend des projets, mais on va en moyenne 50 centimes. Donc maintenant que les taux ont augmenté, quand ils étaient à zéro, ça n'apportait pas grand-chose, je vais être très honnête. Là, ça change un peu la donne. Et même si les taux courts baissent, il faut toujours avoir en tête que les taux longs, vu l'endettement de la France, ils vont peut-être encore un peu élevés. On verra plus tard. Mais je ne vais pas rentrer sur le sujet. Et puis, dernier point, aussi très important et qui a été un levier pour nous sur ces 7 ans, parce qu'effectivement, on a une filière Nextinov pour accompagner, pour comprendre l'innovation. Donc, c'est plus de 150 personnes qui sont acculturées à tout ce qui est health tech, mais aussi à tout ce qui est innovation, parce qu'encore une fois, il faut qu'on comprenne. Et là-dessus, il nous reste encore pour 2025, là, on a aussi 160 millions en garantie, ce qui nous facilite grandement la donne, puisque ça nous limite notre risque, du Fonds européen d'investissement. Et on est les seuls avec BPI. Et BPI, c'est notre plus gros partenaire aussi sur le financement de l'innovation, donc on est vraiment main dans la main. Donc on a des dispositifs forts pour accompagner l'innovation en santé. Avec les personnes en face, les référents Nextinov. Tout à fait, on comprend mieux ces dispositifs. Peut-être quelque chose qui serait intéressant pour les startups qui peuvent être dans la salle ou des gens qui travaillent de façon proche avec ces startups, c'est vos go, no-go, comment un dossier qui arrive, qu'est-ce que vous regardez, c'est quoi les choses qui lui donnent plus de chance. Alors on a compris qu'un écosystème, d'être d'un écosystème spécifique que vous connaissez est important, mais au-delà de ça, j'imagine que vous avez un certain nombre de critères, peut-être un process interne. Enfin, comment les choses se passent ? Alors, c'est vrai que quand je dis c'est toujours mieux, c'est presque, je ne vais pas dire un impondérable parce qu'on regarde, mais venir de la part d'un écosystème, c'est important. Le second, il n'y a pas d'ordre de priorité, mais c'est le porteur du projet. Effectivement, faut qu'il soit incarné. Après, on va avoir tout le business model et la gestion autour, que le porteur du projet soit pas seul. En général, statistiquement, ça ne marche pas très bien dans le temps, assez vite, quand la personne se trouve seule. Et après, dans nos processus, entre guillemets, effectivement, déjà, il y a souvent cette pédagogie. Autant on demande de la pédagogie, mais nous, on en fait aussi. Le haut de bilan, ce n'est pas du bas de bilan, donc ce n'est pas du tout la même chose. Il faut toujours avoir un ratio. Alors, on a toujours, sur les fonds d'investissement, il suffit d'une opération sur 10 pour s'y retrouver et à sortir un rendement. Bon, en prêt bancaire, je vais plutôt parler de 100. Il suffit qu'on en ait une opération sur 100, un contentieux qui ne nous rembourse pas, et déjà on est à l'équilibre, et à 2, on est en perte. Donc forcément, on a besoin. Ce qui est important, c'est que le porteur du projet et son équipe autour nous explique sa capacité à rembourser cette dette. Voilà. Et à partir de là, donc sa capacité à rembourser sa dette, ça repose sur son business model, sur ses clients, sur la génération de cash flow ou sa consommation de cash flow si on est au début parce qu'il y a eu des levées de fonds. Ça, c'est des choses sur lesquelles on comprend, on entend très bien. Mais si la personne ou l'équipe n'est pas capable de nous expliquer ça, ou nous, on va aller un peu le challenger là-dessus et qu'on n'est pas serein, le projet aura beaucoup de mal à se financer. En tout cas, en dette bancaire. Et peut-être un tout petit mot sur ça arrive dans pas mal de startups à un moment, avec la banque, la renégociation de la dette. Ou c'est en réétalement, ce type de... Alors là, il y a 2 sujets là-dessus. Donc on est une profession réglementée, on a la Banque Centrale Européenne qui nous supervise, et il faut savoir, on l'a eu, alors ça avait beaucoup paru côté PGE, à chaque fois depuis Bâle 3 en fait, donc une réglementation qui nous impose, à chaque fois qu'on renégocie une dette, ça détériore la contrepartie. Donc du coup, ça nous a engagement identique, parce que renégocier, je prends le même montant et je le réétale sur X années plus tard. Par contre, ça nous mobilise beaucoup plus de fonds propres, mais vraiment beaucoup plus. Du coup, ça nous pénalise dans nos ratios.
Ça, c'est important. C'est pour ça qu'il faut souvent trouver d'autres mécanismes. Et du coup, il y a deux dispositifs. Soit on va aller sur des financements structurés qui vont être spécialisés dans du restructuring, soit effectivement on va aller plus sur des mécanismes de... Nous, on a partout sur les territoires, on a des banques judiciaires qui interviennent même avant des protocoles, ou dépôt de bilan, procédures judiciaires, pour justement accompagner. Mais il faut savoir qu'après, pour ça, d'où la pédagogie, cette fois-ci de notre côté, évidemment, attention à la restructuration, c'est que ça a d'autres conséquences sur la capacité d'endettement futur. Et ça va être pour toutes les banques. Merci beaucoup, Jérôme. Peut-être on regarde sur un autre financeur. Exactement. Alors, on va du côté de la Banque des Territoires cette fois-ci. Mario Aymar, déjà, est-ce que vous souhaitez réagir un petit peu à présent, ou est-ce que vous préférez d'emblée présenter un petit peu le rôle et les différentes fonctions de la Banque des Territoires, où effectivement la santé fait partie des sujets stratégiques aussi? Oui, alors peut-être présenter la Banque des Territoires, mais ça rejoint pas mal d'interventions à différents niveaux. Juste, je ne sais pas si vous connaissez ou pas la Banque des Territoires, mais ça fait partie de la Caisse des dépôts et consignations. Donc on fait partie d'une institution publique qui a plus de 200 ans. Alors je ne vais pas vous faire le que sais-je sur les 200 ans de la Caisse des dépôts, mais qui a plusieurs missions autour de la transition écologique, la cohésion sociale et territoriale et la souveraineté numérique et économique. Elle a plusieurs métiers, et un des métiers, c'est la Banque des Territoires. Donc c'est ce sur quoi on va s'intéresser là, ce à quoi on va s'intéresser. Et je vais prendre plusieurs casquettes, et je prendrai la casquette investisseur, du coup investisseur en venture pour compléter. Mais avant de prendre cette casquette, peut-être expliquer les différents métiers de la Banque des Territoires. La Banque des Territoires, elle est là pour servir, pour financer, pour opérer, pour conseiller ses clients. Les principaux clients, c'est les collectivités territoriales, les élus. Et je pense que c'est important de le dire parce que les élus sont confrontés aux enjeux de santé, aux enjeux de déserts médicaux, aux enjeux de parcours de santé. Donc voilà, c'est déjà un des premiers liens avec ce qui nous rejoint aujourd'hui. Alors les différentes casquettes qu'a la Banque des Territoires, quand on dit conseiller, c'est conseiller en ingénierie. Quand on dit financer, c'est financer avec plusieurs casquettes. La casquette prêteur, donc prêteur auprès des collectivités territoriales, auprès des bailleurs sociaux, auprès des hôpitaux, des CHU, des hôpitaux publics, des CH. Donc ça, cette casquette prêteur. Prêteur donc, dans la santé et dans d'autres thématiques. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la santé. Et financeur, c'est aussi la casquette investisseur. Et c'est celle que j'incarne plus, c'est-à-dire la prise de participation minoritaire dans des sociétés innovantes, notamment dans la e-santé. On est également opérateur, donc ça fait le lien avec l'AIS, opérateur dans le cadre de France 2030, de différents AAP, dont un AAP dans la santé qui s'appelle AAP tiers-lieu d'expérimentation en santé et qui vise à amener de l'innovation. Et il y a peut-être, vous faites partie de certaines startups, de certains projets qui se sont fait connaître auprès de tiers-lieux, des 37 tiers-lieux qui ont été labellisés sur plusieurs années pour amener justement de l'innovation dans les territoires et partout, aussi bien en métropole qu'en Outre-mer. Et peut-être pour répondre à la question sur le pourquoi la santé, oui, la santé, ça fait partie des enjeux et des points stratégiques pour la Banque des Territoires. La Banque des Territoires, elle est en appui des politiques publiques. Et il est évident que pour la Banque des Territoires, ces enjeux de parcours de soins, de parcours de santé, d'essayer de diminuer ces déserts médicaux ou de participer à la diminution de ces déserts médicaux font partie des enjeux. Et la Banque des Territoires s'est dotée d'un plan ambitieux à ce niveau-là, jusqu'en 2028, d'environ un peu plus de 800 millions d'euros, avec ces différentes casquettes de financeurs, donc en dette, en fonds propres, en ingénierie, en tant qu'opérateur, pour justement participer à l'amélioration ou la lutte contre ces déserts médicaux. Donc voilà, la santé fait clairement partie des enjeux et des axes stratégiques. Si on regarde un petit peu, alors vous, vos go, no-go, Ouais. votre ticket aussi peut-être Ouais. de départ, enfin en tout cas... Nos modalités d'intervention, Modalités alors on se retrouve dans beaucoup de ce qui a été dit là précédemment. Alors déjà, on est la Banque des Territoires, donc on est en appui des politiques publiques, comme je vous disais, sur tous les territoires. Donc on s'adresse aux sociétés françaises, ça c'est un prérequis indispensable. On est plutôt sur la série A, série B. Donc ça veut dire que c'est des entreprises qui ont des modèles économiques qui, en tout cas, ont déjà réfléchi à leur modèle économique, ont des clients, ont du chiffre d'affaires.
On a des tickets minimum d'intervention. Et on intervient, le ticket minimum est de 1 million d'euros, et on n'intervient pas seul. Ça veut dire qu'on intervient avec au minimum un autre financeur, un autre investisseur. Ça, c'est aussi pour des raisons d'aide d'État. On est, voilà, qu'on soit aux conditions de marché, c'est un prérequis. Et on intervient de façon minoritaire. Avec un co-investisseur, on peut être lead, mais on est en co-investissement et toujours en minoritaire, en ayant des droits dans la gouvernance en général qu'on négocie, avec lesquels qui nous semblent importants. Donc ça rejoint le fait d'avoir un conseil d'administration ou un comité stratégique, peu importe le nom, dans lequel on siège en tant qu'investisseur dans les sociétés. Juste en précision, là, vous dites, donc c'est 1 million minimum. Ouais, donc ça veut dire notre ticket, donc un besoin de financement au minimum, si on est avec un autre co-investisseur, de 2 millions. Oui, mais vous avez, comme certains VC, vous raisonnez avec une ligne, donc vous pouvez aller jusqu'à X millions sur une société à travers les différents tours, en étant lead peut-être sur la série A et follower sur la série B. Alors, l'avantage qu'on a, c'est qu'on investit sur les fonds propres de la Caisse des dépôts. Donc, on n'est pas organisé en société de gestion, comme peuvent l'être certains partenaires, fonds partenaires. Donc, ce qui nous offre une certaine souplesse dans nos capacités de réinvestissement ou de poursuivre des tours futurs. Donc, on ne raisonne pas obligatoirement aux bornes d'un projet en termes de montant investi et d'autorisation sur un projet en montant investi. Donc ça, c'est la souplesse qu'on a, et on est ce qu'on appelle un investisseur avisé. Ça veut dire qu'on fait aux conditions de marché, d'où le fait d'avoir des co-investisseurs de long terme. Donc on a des horizons de temps. Alors notre but n'est pas de rester scotché ad vitam aeternam dans une société. On est un investisseur financier qui devons aussi rendre des comptes à notre institution. Donc voilà, on n'est pas, mais on est néanmoins plutôt patient et de long terme. Et je pense que c'est d'autant plus important de le dire dans ce secteur réglementé de la santé qui est quand même souvent sur des temps longs. Et peut-être une précision, il y a des choses sur lesquelles on ne va pas. On ne va pas sur les projets de recherche et développement parce qu'on n'est pas équipé pour le faire. On ne va pas sur des dispositifs médicaux qui seraient implantables. On n'a pas la capacité à étudier ça. Voilà, c'est juste peut-être les petites précisions sur les sociétés ou les projets qu'on peut voir. Merci. Merci. On continue le tour de table de nos investisseurs, donc avec un troisième investisseur, et cette fois-ci une dimension européenne. Donc Antoine Delachaux, responsable Life Science et Biotech pour la Banque européenne d'investissement. La BEI, donc peut-être pas mal de clarifier, BEI, EIC, accélérateur, enfin voilà, qu'on s'y retrouve un petit peu. Alors, à 17h, c'est ambitieux d'expliquer tout l'écosystème BEI. Mais vous allez y arriver. Je vais faire ça en substance, on va passer sur les détails. Donc le groupe BEI, c'est en substance la banque de l'Union européenne. On collabore assez étroitement avec la Commission européenne qui définit les priorités politiques, et on est vraiment l'organisme d'investissement. Comment est-ce que ça fonctionne ? On a reçu un certain capital en 1958 lors de la création de la banque de la part des États membres, qu'on a investi, et on a fait grossir ce capital de façon à réinvestir tout ce qu'on arrive à générer dans le développement de l'économie. On a comme activité traditionnelle plus une activité de financement d'infrastructures, mais après la crise de 2010, il y a eu une volonté de prendre beaucoup plus de risques et une accélération des investissements dans l'innovation. C'était ce qu'on appelait le plan Juncker. Donc on avait aussi collaboré dans ce cadre-là avec la Commission européenne qui nous a fourni des garanties. C'est un peu la même chose que ce qu'on peut donner à des banques. C'est le fait, pour des raisons de ratio de capital, de transférer une partie du risque à un tiers, dans ce cas-là, la Commission. En termes de financement de la santé, on déploie à peu près 10 milliards par an. Il y en a une partie qui va dans les infrastructures, il y en a une partie qui va dans les gros corporates pour financer la recherche et développement. Il y en a une partie sur nos fonds propres qui va dans le financement de l'innovation dans les sociétés de santé early stage. Donc ça va être assez proche au final de l'activité des fonds d'investissement qu'on va faire là aussi sur fonds propres. Cette activité pour la santé, dans ce qui me concerne, donc dans l'activité Venture Debt, produits hybrides, quasi-equity, on est sur un déploiement de l'ordre de 500 millions d'euros par an. On a l'équivalent dans la tech et l'équivalent dans la clean tech, c'est pas trop le sujet du jour, mais grosso modo, ça fait 1,5 milliard
d'exposition des fonds propres de la banque par an sur des projets qui sont considérés dans le monde bancaire comme étant très risqués. En plus de ça, on a une filiale qui s'appelle le FEI, qui fournit effectivement des garanties aux banques et qui agit en tant qu'investisseur dans les fonds d'investissement, donc en tant que limited partner. Donc, on a aussi cette volonté d'irriguer l'économie à travers les fonds d'investissement en déléguant une partie de la gestion pour des projets plus early stage que ceux que nous, on va traiter. Donc voilà, je pense que ça donne une petite idée. Un dernier mot peut-être sur une autre mission de la banque qui est de conseiller la Commission dans le déploiement des fonds de l'EIC Fund, l'EIC. Ça, c'est un fonds d'investissement qui a été créé par la Commission, doté d'à peu près 10 milliards d'euros, qui investit dans toutes les sociétés early stage innovantes, ce qu'ils appellent deep tech. Donc ça, c'est vraiment l'investisseur qui fait la transition quelque part entre la recherche fondamentale et les phases d'amorçage et jusqu'à la série A. Et après, quand ça passe aux séries B, c'est là que la BUI commence à regarder sur ses propres fonds propres. Au niveau de l'EIC Accelerator, il y a du grant et de l'equity. Au niveau de ce que vous occupez, c'est que de l'equity. Que de l'equity. La grant, c'est la commission. Donc effectivement, l'EIC, c'est vraiment un programme qui est géré par la commission. Donc c'est des fonds de la commission qu'elle a mis à disposition de l'ISMIA, qui est l'entité qui gère la partie financement des entreprises du secteur de la santé. Il y a une partie grant, effectivement, qui reste dans le giron de ISMIA, et il y a une partie equity qui, même si elle est toujours, entre guillemets, gérée d'un point de vue administratif par la Commission, s'appuie sur la BUI pour les phases de due diligence et de structuration de l'investissement. Donc nous, on est vraiment uniquement, un peu comme un general partner dans le cadre d'un fonds, on est vraiment là pour gérer et pour aider au déploiement, mais on n'a aucun risque quelque part sur nos fonds propres. On ne fait que structurer des investissements qui sont en ligne avec les priorités de la Commission, qui fait la première sélection des dossiers. Et nous, on fait juste une due diligence confirmatoire et une structuration de l'investissement. Et au niveau des projets, parce que ça peut intéresser donc les startups qui sont présentes ou en ligne, les projets qui peuvent être admissibles à ce financement. Si j'ai bien compris, il y a aussi bien du early stage que des séries plus tardives. Donc les critères ne sont peut-être pas les mêmes. Comment vous raisonnez en termes de choix pour avancer sur un investissement sur une startup? Alors, il y a différents critères, effectivement. Donc, dans la philosophie, après, c'est toujours pareil, quand on fait des lignes entre différents produits, il y a un peu d'overlap. Mais grosso modo, l'ISI a vraiment vocation à financer les phases d'amorçage, donc les séries seed et série A. Ils ont créé une petite poche d'investissement pour faire des follow-up, comme on disait, d'investissements précédents. Il y aura peut-être quelques gros tickets qui seront faits aussi dans ce cadre-là, mais le cœur du business de l'ISI, c'est vraiment de financer des sociétés à un stade de maturité où la BUI ne pourra pas encore le porter sur son bilan pour des questions de risque, pour des questions de structure de l'actionnariat et de la gouvernance, on va y venir. Voilà, tout ce qui fait qu'à un moment, pour pouvoir passer sur la balance sheet de la BUI, sur le bilan de la BUI, il va falloir avoir un certain nombre, il va falloir cocher un certain nombre de cases, avoir un certain degré de maturité. Et là, on est sur des tickets qui, en général, sont plus élevés. On peut intervenir tout seul, alors que l'IIC Fund, c'est là aussi un matching d'investissement privé. Donc, il y a des dynamiques un peu différentes. La principale différence se trouve, je dirais, dans le niveau de maturité du projet et de la société qui souhaite se faire financer et le montant recherché. Pour les gens dans la salle ou en ligne, on a presque terminé cette partie. Donc, pensez à vos questions, envoyées par... on les a ici pour ceux qui sont en ligne, pour qu'on puisse interfacer par la suite. Vous n'avez pas donné un petit peu des idées de montant là, sur ces séries A ou séries B, puisque vous êtes plutôt avec la BUI sur des séries B plutôt? Plutôt série B. Alors, sur les fonds propres BUI, on a besoin de quelques... Ça intéresse beaucoup Emmanuel, parce que c'est pour la suite. Là, J'écoute avec attention. Voilà, je le vois là, trépigner. Il dit là, ça c'est je suis dans la bonne table ronde. L'Europe essaie de développer des instruments un peu à tous les stades, effectivement. Nous, notre ticket minimum d'intervention, il est à 7,5 millions pour les fonds propres de la banque. Sinon, on va passer par de l'intermédiaire. Donc, soit par les banques qu'on va garantir, soit par l'EIC dans le cadre du partenariat avec la Commission. L'idée étant qu'on n'a pas suffisamment de personnes pour faire un énorme nombre de due diligence tous les ans. Donc on a besoin de déléguer une partie
de la sélection de l'administratif à des partenaires. Nous, notre expertise, c'est vraiment de regarder ce que va regarder un fonds d'investissement, en fait, c'est de faire la due diligence et de structurer l'investissement. Tout ce qui va être origination, par exemple, sur l'EIC, c'est la commission qui le fait, qui fait les premiers screenings, qui va faire des panels à Bruxelles pour sélectionner les sociétés et ne va nous transmettre que celles qu'elle estime être susceptibles d'être financées par son activité. Nous, on veut une société qui a déjà levé des capitaux. Pourquoi est-ce qu'on veut ça ? Parce qu'il faut effectivement qu'il y ait une gouvernance en place. Donc ça fait écho un peu à ce qui a été discuté précédemment. C'est vraiment un des critères de succès fondamentaux des projets et des sociétés, c'est d'avoir, en plus d'un bon produit, une équipe complémentaire qui va arriver à, on va dire, éviter les pièges classiques du développement d'un projet, que ce soit du réglementaire, que ce soit sur des petits setbacks qu'il va y avoir dans le développement, parce que c'est rarement un home run vers le succès. Il y a toujours des choses qu'on n'avait pas anticipées, il y a toujours des choses qui ne se passent pas comme prévu. Et la capacité du management ou de la gouvernance de gérer ces moments-là est fondamentale dans le succès futur de la société. Donc ça, c'est vraiment quelque chose où, comme nous ne participons pas aux gouvernances des sociétés dans lesquelles on investit. Ça, vous ne demandez pas de position dans la gouvernance ? Non. Quelquefois, on demande des board observers, mais jamais. On ne veut pas être board member avec un rôle actif. Et de la même façon, j'ai oublié de le demander, mais du coup, vous ne souhaitez pas être lead sur une série B, vous êtes... Alors, ça dépend comment on définit lead. On peut prendre le plus gros montant, on n'a pas besoin de co-investisseurs, on peut y aller tout seul. Par contre, on a besoin que la gouvernance soit déjà en place pour être sûr qu'on peut aligner nos intérêts avec des investisseurs qui vont, on va dire, se charger de la gestion du projet au jour le jour. Nous, on n'a pas les ressources en interne pour tous les 3 mois faire un meeting de 2 heures et discuter de la stratégie, de comment il faut avancer, de quelles sont les prochaines étapes. On se met d'accord sur un plan de développement, on investit et après charge à l'équipe de management et à la gouvernance de déployer la roadmap sur laquelle on s'est mis d'accord. Peut-être pour rendre ça un petit peu concret, vous avez des exemples de projets que vous avez accompagnés Alors, on en a accompagné pas mal. Si on essaie de limiter à la health tech, qui est un secteur qui s'est développé un peu plus récemment, on a Median Technologies, qui est une boîte qui est basée à Sophia Antipolis. On a fait pas mal de dispositifs médicaux. On a fait Carmat, on a fait Monakea, Quantum Surgical, qui est une boîte de robotique chirurgicale. On a fait Stila Technologies, qui fait du diagnostic. Oui, enfin, c'est ce qui me vient en tête, là, comme ça, mais on en a fait... on fait une trentaine, entre 15 et 30 investissements par an, ça dépend des années. Et sur la France dans toute l'Europe, dans toute l'Europe. Et la part de la France, du coup, elle est de combien ? Ça varie un peu d'une année sur l'autre. Il n'y a pas vraiment de. Enfin, c'est toujours dans les principaux bénéficiaires. Après, il y a des années où on fait 5-6 investissements. Il y a des années où on en fait 3. L'année dernière, en l'occurrence, c'était une petite année, on en a fait 3. Cette année, on a déjà 4 signatures qui sont prévues pour les prochains 3 mois. Donc, ça dépend un peu des projets qui nous sont présentés. Ça dépend de beaucoup de facteurs, en fait. Il y a des projets qu'on suit aussi pendant un certain temps. Donc, il n'y a pas de règle absolue. On n'a pas de KPI où on dit on veut faire 25% en France. Ça dépend un peu du deal flow, de ce qui arrive, de ce qu'on voit, des projets qui nous sont présentés. Après, on n'est aussi pas que sur la health tech. On fait de la biotech, on fait du medical device. Donc, en final, c'est vraiment large comme activité. Merci beaucoup. Là, je pense qu'on a fait le tour avec nos orateurs. Donc, ça vous a donné le temps comme ça d'avoir cet éclairage et de réfléchir aux questions. J'espère qu'il va y en avoir dans la salle. Et puis, ça peut être des questions, des remarques, surtout qu'il y a, comme je l'ai dit au début également, s'il y a des CEO qui sont là, qui souhaitent amener un témoignage complémentaire sur les levées, les facilités ou difficultés qu'ils ont pu vivre, n'hésitez pas à lever la main. Il y a un micro qui est là. Et en ligne, on n'a pas eu de questions pour l'instant. Madame ? Merci beaucoup, en tous les cas, tous les 6 déjà. Bonjour, moi je n'ai pas de start-up, mais je gère un cabinet d'executive search. On fait partie d'un groupe international, ce qui nous permet de comparer la France avec l'Europe, les États-Unis et aussi la Chine. Et pour donner un retour concret de marché face à toutes ces facilités que l'on entend aujourd'hui sur la France de financement, on se pose un petit peu un certain nombre de questions par rapport à de nouveaux projets, notamment en neurosciences, alors qu'avant on était plus habitué aux projets oncologie,
qui sont des projets magnifiques, avec des POC magnifiques, un début de commercialisation, etc. Et lorsqu'on arrive sur la série A, à partir du moment où la R&D a été faite avec de l'intelligence artificielle, le retour marché, c'est que on a l'impression que le financement en France n'est pas rassuré par rapport à cette intelligence artificielle, alors que forcément les fonds aux États-Unis, on a l'impression que le risque, c'est pas du tout un souci pour eux. Alors, est-ce que c'est un problème de risque? Est-ce que c'est un problème d'expertise qui n'est pas bien appréhendé? Est-ce que vous remarquez ça aussi? Voilà, c'était la question. Qui veut se lancer? Oui, je peux essayer d'apporter un début de réponse. Il y a clairement une différence de philosophie entre les États-Unis et l'Europe dans l'approche du risque. Ça, c'est assez évident. Il y a une appétence au risque qui est beaucoup plus élevée aux États-Unis qu'en Europe. Mais il y a d'autres éléments qui viennent compléter ça. Il y a aussi, en corollaire de ce constat de base, le fait que l'adoption de la technologie est beaucoup plus rapide aux États-Unis qu'en Europe. Il y a une capacité à déployer des solutions novatrices. Il y a une adoption par les praticiens, puisqu'in fine, il y a le développement du produit, et puis il y a l'adoption par la communauté médicale, par ses utilisateurs, par les patients, par les instruments, par les organismes de remboursement. Et là-dessus, il y a une facilité quelque part, ou du moins une plus grande rapidité à adopter ces nouveautés aux États-Unis. Si on en vient au fait que les sociétés, on va dire, ont plus de mal à se développer en Europe sur ces thématiques-là, c'est aussi qu'il n'y a pas eu encore de preuve de concept finalisée sur l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup, par exemple, quand on parle de développement d'outils thérapeutiques, il y a eu beaucoup de leads qui ont été générés, mais il n'y en a pas encore qui ont été générés par l'IA, qui ont été sur le marché. Ceci fait le corollaire avec le risque et fait donc la différence entre les États-Unis et l'Europe en termes d'appétit pour ces assets qui ont été générés avec une technologie novatrice qui doit encore faire ses preuves de façon certaine, entre guillemets. Je pense que c'est ça qui fait que dans tout ce qui va être l'utilisation de l'intelligence artificielle appliquée au développement de médicaments, par exemple, il y a une réticence de la part de la communauté des investisseurs. C'est un peu différent sur tout ce qui va être suivi des patients, parce que là, on va dire que le risque est moindre. On peut corriger en temps réel un petit peu ces approximations initiales, parce que par définition, comme tout modèle d'intelligence artificielle, il va avoir tendance à s'affiner avec le temps. Sauf que mettre des milliards pour développer une molécule qui a été développée avec une IA dont on n'est pas sûr qu'elle soit 100% fiable, c'est quand même un pari où, effectivement, les Américains ont les reins assez solides pour le faire. Les Européens vont avoir tendance à dérisquer avant d'investir ces montants-là. Oui, moi j'ai un petit commentaire aussi, parce que je pense sincèrement que ce que vous décrivez n'est pas spécifique aux neurosciences. Alors c'est vrai que la sphère des neurosciences, ça fait peur, parce que globalement le cerveau n'y comprend rien ou pas grand-chose, et que c'est plus compliqué que le cœur ou que d'autres choses. Mais je ne suis pas sûr que ce que vous décrivez soit spécifique aux neurosciences. Fondamentalement, aujourd'hui en Europe, les startups sont ralenties par des problèmes réglementaires, et notamment le MDR, par des problèmes de marché, parce que l'Europe, ce n'est pas un marché, c'est 27 marchés, etc. Et donc, le marché américain, quoi qu'on en dise et quoi qu'on fasse pour les dispositifs médicaux, c'est 50% du marché mondial, c'est un seul marché. Et donc, ça change radicalement les affaires. Alors après, je suis d'accord aussi dans votre analyse, il y a une différence aussi dans la façon d'appréhender les choses de la part des Américains par rapport aux Européens. Mais le marché européen reste aujourd'hui un marché complexe, ouais. Et c'est un vrai danger. On en a parlé à un moment. Le titre aujourd'hui, c'est « Financement de l'innovation ». Il y a un objectif à ça quand même. C'est que l'innovation qui a été mise en place, elle soit accessible par le malade. Parce que c'est ça le but. Et aujourd'hui, il y a un vrai risque qu'on fasse des choses super en Europe pour soigner les Américains. Il est là le vrai risque. Et c'est là que je trouve que dans le système, j'ai entendu avec beaucoup d'intérêt ce que vous avez dit sur le fait qu'il n'y a pas que la techno qu'il faut financer, parce qu'il y a aussi l'accès au marché, parce que le temps est long, les temps réglementaires sont longs, les temps de recherche clinique sont longs, et pendant ce temps-là, la start-up, il faut qu'elle vive et qu'elle se finance. Donc voilà, moi je pense qu'on a un vrai risque sur les marchés européens aujourd'hui, un vrai risque.
Une question, là, au premier rang, monsieur. Vous donnez le micro pour qu'on puisse vous entendre en ligne. Voilà, ça arrive. Ouais, merci. Bonjour, je suis Élie Lobel, je dirige une start-up de technologie médicale basée à Strasbourg qui s'appelle RDS, qui a une histoire franco-américaine. Donc je trouve que, en termes de témoignages, je trouve qu'un des points forts, en tout cas au niveau français, au niveau européen, c'est aussi la capacité à mobiliser des financements non dilutifs. Et nous, par exemple, on a pratiquement, c'est pas tout à fait juste, mais pour 1 euro de financement dilutif, 1 euro de financement non dilutif. Et donc, quand on compare avec l'écosystème US, je trouve que c'est un des points forts. Donc ça, c'était un aspect de témoignage. Et une des questions là que je voulais poser à Madame Fabre, c'est concernant France 2030. Donc on a entendu, je sais qu'il y a des arbitrages budgétaires, il y a des discussions en cours. Et donc, nous en tout cas en particulier, mais je pense qu'on n'est pas les seuls, il y a un certain nombre d'appels à projets très intéressants sur lesquels on s'est positionné, à la fois sur des sujets de médico-économie et sur des sujets d'adoption des usages au sein des établissements de santé. On a un modèle B2B, donc on travaille avec les hôpitaux, on a un dispositif marqué CE, donc on est rentré en phase de commercialisation. Donc voilà, ma question c'était... quelles sont vos anticipations par rapport à ces appels à projets et aux arbitrages à venir? Tricky. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Donc, peut-être déjà, parce que ça fait plusieurs fois qu'on me pose la question, on a beaucoup entendu parler du demi-milliard qui a été coupé pour France 2030. Donc, pour débunker un peu le sujet, on a bien toujours nos 54 milliards. Je ne veux pas trop rentrer dans la technique, mais en gros, 54 milliards, c'est ce qu'on nous autorise à engager, donc à promettre quand on sélectionne nos projets. Et ensuite, on a ce qu'on nous autorise à décaisser année par année. Et donc là, les discussions sur le budget ont amené à réduire nos autorisations de décaissement d'un demi-milliard sur l'année 2025. Ça veut juste dire que notre enveloppe est toujours la même, ça veut juste dire qu'on va devoir un peu plus étaler la confiture sur les années à venir. Mais en fait, c'est pour éviter qu'on soit en défaut de paiement par rapport aux contrats qu'on a déjà signés via nos opérateurs avec les bénéficiaires. Donc on a des tranches de subventions sur lesquelles, une fois que les étapes clés sont atteintes, sur lesquelles on doit s'engager à décaisser, donc à aider les bénéficiaires. Donc ça veut dire que ça, on ne le touche pas. C'est peut-être les projets avec lesquels on s'apprête à contractualiser, où on va devoir peut-être un tout petit peu être flexible, et puis éventuellement les appels à projets, pareil, qu'on s'apprêtait à lancer, où on va devoir décaler un peu dans le temps. C'est tout. Et donc ça veut dire qu'on garde la même ambition en matière de santé. On est de toute façon convaincus par l'importance de vous soutenir. Et on a des appels à projets sur la prévention, on a des appels à projets sur le volet industrialisation qui continue, on a des appels à projets. Alors, TLE, c'est fini, mais on a d'autres appels à projets qui demeurent dans la santé numérique. On continue, business as usual. On espère juste que les discussions sur le budget vont atterrir rapidement. Mais en tout cas, sachez qu'on est vraiment mobilisés. Nous, on continue à avancer en chambre. Et dès qu'on pourra appuyer sur le bouton, on le fera. Et ça n'impacte en rien l'ambition de France 2030 à nouveau. Ça, vraiment, je veux que ce soit clair, qu'il n'y ait pas d'inquiétude de ce point de vue-là. Merci. D'autres questions? Monsieur, là-bas. Bonsoir. Déjà, merci beaucoup pour votre intervention. Et 2 petites questions. La première, je m'appelle Omar Sifiani, cofondateur d'une entreprise dans la pharma. 2 petites questions. La première, elle serait autour de la e-santé. En fait, quand on parle e-santé, tout de suite, on pense à la médecine, à la biologie, etc. Est-ce que le scope pharmaceutique, est-ce qu'il est aussi intégré dans ce type d'investissement? Donc, quand on parle de solutions pour les pharmacies d'officine. Donc ça, c'est la première question, parce que j'en entends rarement parler en fait dans la partie e-santé. La deuxième question, c'est autour du type de financement. Est-ce que quand on parle de financement, est-ce que c'est uniquement pour les levées de fonds, ou est-ce que ça peut être aussi, par exemple, pour tout ce qui est M&A, donc participer à une prise de participation dans une entreprise ou autre, pour une entreprise qui a déjà fait sa levée de fonds? Voilà, ça c'est 2 questions. Merci.
Moi, je vais répondre pour Banque Populaire. Donc, nous, par définition, on accompagne quasiment tous les secteurs. Donc, oui, on accompagne ce type de secteur. Et après, sur la partie, oui, on finance des reprises, tout ce qui est croissance externe, on le finance. Après, souvent, vous pouvez avoir soit votre levée de fonds, elle inclut une opération des projections de build-up et ça rentre dedans, mais en général, toute croissance externe, il y a toujours un couple capital enfin très souvent, mais très très souvent, un couple capital et dette non distributive, dette bancaire. Donc oui, nous, quand on parle de financement, on n'exclut évidemment pas ce type d'activité, qui est une part importante chez nous, puisque ça fait partie des leviers de croissance d'une entreprise et on pousse les entreprises à avoir une stratégie de croissance. J'ai envie de dire d'autant plus dans la e-santé où il y a énormément d'acteurs et il y aura des enjeux de consolidation. Donc évidemment que les financeurs devront accompagner ces enjeux de consolidation et la consolidation peut passer par des opérations de rapprochement d'entreprises, de partenariats, d'absorption, de fusion. Bref, il y a plusieurs mécanismes qui peuvent être mis en place et pour lesquels les financeurs seront au rendez-vous ou sont déjà au rendez-vous pour accompagner le mouvement. Question au fond, oui. Bonsoir, Laetitia Christophe, CEO d'une solution, la e-santé, en Outre-mer. J'ai entendu à 2 reprises qu'on voulait embarquer les Outre-mer dans cette démarche d'innovation. Mais j'ai aussi entendu qu'on accompagnerait des solutions s'il y a un écosystème solide derrière. Il faut savoir qu'en Outre-mer, on est un peu en retard sur l'écosystème en innovation et pourtant on est souvent porteur de beaux projets. Je voulais savoir, la Banque des dépôts, comment vous pensez nous accompagner et nous incorporer, parce que vous avez bien dit, aujourd'hui c'est très centré Île-de-France. Ah non, j'ai pas dit ça. Non, on est la Banque des territoires et de tous les territoires. Oui, non, mais l'écosystème, et malheureusement vous l'avez dit, vous essayez de travailler pour que ce soit ouvert à tous. Sur les remontées de projets peut-être. C'était le nombre de remontées de projets qui a souligné l'AIS, effectivement. Ouais. Voilà, aujourd'hui, on n'a pas de lien avec l'écosystème de façon générale. Les journées comme celle-là, ce sont de très belles journées. Mais moi, par exemple, j'ai pris un avion à 2 000 € pour venir participer à une journée. Je voulais savoir qu'est-ce qui est mis en place pour accompagner les régions ultramarines. Alors, côté Banque des territoires, moi j'ai plusieurs réponses parce qu'en plus, avec les différentes casquettes qu'on a à la Banque des territoires, on est la banque de tous les territoires. Déjà, il y a des implantations régionales. Donc, il y a des implantations dans les Outre-mer avec des directions régionales qui représentent tous les métiers de la Banque des territoires, donc de l'ingénierie, aider à structurer, à l'investissement, au financement côté prêt. Donc ça, c'est des choses qu'on fait. On essaye de porter des projets. Il faut que les projets rentrent dans ce qu'on appelle, nous, notre doctrine d'investissement. Donc elles aient le stade de maturité qui corresponde. Et à ce moment-là, évidemment qu'on étudie avec attention. Et avec la casquette, j'ai envie de dire, opérateur, pour donner des exemples concrets, dans le cadre de l'AAP, tiers-lieu d'expérimentation en santé, qui a labellisé 37 tiers-lieux. Il y a un des tiers-lieux qui est d'ailleurs en Outre-mer. Et les porteurs de projets peuvent être d'Outre-mer ou pas d'ailleurs, pour être incubés, accompagnés, accélérés par ce tiers-lieu. Donc ça fait partie typiquement des souhaits de cette AAP et notamment impulsé par l'AIS, d'avoir une représentation de ces tiers-lieux sur tous les territoires métropolitains et ultramarins. Donc ça, c'est un exemple concret en 2024 d'innovations qui ont été financées, qui sont en train d'être financées avec justement des projets émanant des Outre-mer. Donc, juste pour faire écho à ce que vous dites, moi, je me suis adressée, par exemple, à la Banque des dépôts de ma région, qui m'ont répondu qu'ils ne savaient pas qualifier l'innovation, encore moins en santé, parce que c'est un tronc commun, c'est très généraliste, et ils m'ont renvoyé vers l'Île-de-France. Vraiment, j'ai 20 échanges de mails pour me dire, je ne sais pas de quoi vous parlez, nous, on fait plutôt des routes ou des lampadaires, enfin, je dis n'importe quoi, mais dans le mail, c'est à peu près ça. Et effectivement, c'est moi, en tant que porteur de projet, qui ai créé le tiers-lieu d'innovation, parce que les structures publiques n'avaient pas le temps. Moi, j'ai essayé de toucher tous les hôpitaux des DOM. Tous, ils m'ont répondu, on gère des urgences, on n'est pas accompagné, on ne sait pas qualifier l'innovation et on ne sait pas répondre à France 2030. Et c'est moi, avec mon bâton de pèlerin, qui ai rassemblé l'ensemble des CHU de La Réunion à Pointe-à-Pitre pour répondre à ce tiers-lieu et qui vais encore essayer de l'animer parce qu'ils n'ont pas le temps. Donc en fait, c'est pour vous dire que c'est vraiment atypique et qu'on est vraiment loin de ce que vous pouvez imaginer.
et qu'on a besoin d'un circuit particulier pour nous et d'un lien particulier aussi avec la Banque des dépôts, puisque c'est une réponse qu'on nous donne. On ne sait pas qualifier l'innovation sur nos territoires. Vous avez été sensibilisé, Marion, là. Non, mais du coup, ça vaut le coup, soit déjà qu'on se reparle à la fin, parce qu'il y a peut-être des erreurs d'aiguillage. Après, on est une grosse maison, hein, donc il peut y avoir ce genre de choses. Mais du coup, vous êtes labellisé, c'est ça, tiers-lieu d'expérimentation dans l'AAP ? D'accord, exactement. Et voilà. D'accord, ok. Voilà, vous faites partie de cet exemple-là. Et dans ces cas-là, il y a une équipe dédiée à la Banque des territoires qui connaît chacun des tiers-lieux. Donc vous êtes au nombre de 37 et qui anime ces 37 tiers-lieux. Donc je vous invite à vous rapprocher, je peux vous donner leur nom, de ces deux personnes qui sont en charge et dont le métier est vraiment d'accompagner. Et ils le font pour tous ces 37 tiers-lieux et cette plus de soixantaine de projets, justement dans cette idée de communauté, d'animation, de partage d'expériences entre tiers-lieux, outre-mer ou métropole, pour justement bénéficier aussi de tout ce qui s'est passé des premières vagues qui ont été sélectionnées, la vague 1 et la vague 2, pour gagner du temps et justement accélérer cette innovation un peu partout. Donc je vous donnerai les contacts mail de ces deux personnes dynamiques et normalement qui répondent super bien à tous les tiers-lieux, quels que soient les tiers-lieux. Je pense que on va comme ça rendre l'antenne à la minute près, pas comme ce matin. En tous les cas, je vais laisser peut-être te donner le mot de conclusion, mais je voulais vraiment très sincèrement vous remercier pour de la préparation. Il y a eu beaucoup de transparence et on a pu vraiment poser les questions et pour votre franchise et l'ensemble des informations, je pense, qui ont été utiles pour les participants sur justement comment pousser et développer sa société, comment aller chercher de l'aide auprès d'un certain nombre de membres de l'écosystème. Et puis, chose absolument clé, je pense que c'est une partie longue et importante pour les CEO, comment trouver les financements, des financements qui soient pérennes, puis qui soient pertinents, parce qu'il y a beaucoup de conseils, beaucoup justement d'apports dans ces comités stratégiques pour être dans certains d'entre eux. C'est quelque chose de vraiment important pour la start-up, pour l'aider à avancer dans ce chemin difficile, qui est tout le début de sa croissance. Je te laisse conclure. Oui, je crois que tu as dit l'essentiel pour ce qui est de la conclusion. En tout cas, merci à tous et à toutes. Et merci pour les témoignages des uns et des autres aussi dans la salle. On n'a pas eu de questions à distance malheureusement, mais voilà, on espère. Vous avez fait une superbe enquête ce matin, elle a été en fin de journée, donc peut-être des gens l'ont loupé, on peut pense, la procurer. Hein. Oui, alors sur Mind Health, vous pouvez effectivement télécharger... Sur le financement 2024. Voilà, exactement, un baromètre exclusif sur les financements 2024 de la e-santé, avec... diverses analyses. Et puis voilà, vous pouvez également retrouver apparaître demain nos 10 tendances pour 2025. Voilà. Et puis si vous êtes passionné par ce domaine de l'investissement et que vous avez envie d'aider ces jeunes startups à pousser, venez rejoindre Angel Santé. On vous accueille à bras ouverts. Voilà, merci. Bonne soirée.